Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison. www.vigiemaison.com. J'ai pris conscience du fait que, contrairement à ce que j'avais appris, les sociétés n'existent pas avant que de s'être nommées, avant que de se donner une représentation d'elles-mêmes. Et ça, c'était pour moi un genre de petite révolution intellectuelle. Fernand Dumont remonte dans ce livre-là à la genèse de la formation de cette identité de sujet collectif. En 1840, les Canadiens français sont menacés de disparition de la surface de l'histoire du monde. Le rapport Durham annonce la fin du monde canadien-français. Il ne faut pas l'oublier. C'est sur la base de cette inquiétude, de cette angoisse, que la première identité canadienne-française va se construire. Et qui fait en sorte que nous sommes, 170 ans plus tard encore, profondément habités par ce sentiment du minoritaire. Cette semaine, les publications universitaires abordent la question de la mémoire en Occident en compagnie de Jacques Beauchemin. Il sera avec nous pour parler du livre « Mémoire et démocratie en Occident, concurrence des mémoires ou concurrence victimaire ». Monsieur Beauchemin, l'article que vous avez écrit dans le livre « Mémoire et démocratie en Occident » reprend la réflexion de votre livre précédent « La société des identités ». Pour vous, la société des identités est principalement marquée par la croissance des revendications identitaires. Qu'est-ce qui a rendu possible cette multiplication des revendications fondées sur l'identité? Bien, c'est une très vaste question, que celle-là, qu'on peut essayer quand même d'y répondre de manière un peu schématique. On peut dire que les sociétés modernes, celles qui naissent il y a environ 200 ou 300 ans, avec les grandes révolutions, la Révolution française, américaine ou anglaise, sont des sociétés qui vont se construire en se donnant un sujet politique avec un S majuscule, qui est la nation. Et la nation, dans toutes les sociétés modernes, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va réaliser, c'est, au fond, de donner à la collectivité une figure. Nous sommes des Français, des Allemands, des Canadiens. Mais le problème, c'est qu'en s'érigeant de la sorte, la nation a pour effet de faire taire d'autres identités. Alors, dans la nation, au sens général du terme, il n'y a plus que des citoyens. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, mais il n'y a pas non plus, et ça tout le mouvement ouvrier va nous le dire, il n'y a pas d'ouvriers, puis il n'y a pas de capitalistes. Il y a des citoyens de la nation égaux en principe. Alors, c'est pas difficile de voir que cette espèce de configuration-là, elle est artificielle. Bien évidemment, chacun le sait au fond, la nation avec un N majuscule n'empêche pas le fait que continue d'exister des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, des travailleurs et puis des bourgeois. Mais ces paroles-là sont, pour ainsi dire, réduites au silence, parce que la seule voix qui peut parler au nom de tous, c'est la voix du sujet politique national. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que toute l'histoire de la société moderne depuis 2 siècles peut être réécrite en considérant le fait que ces voix réduites au silence vont chercher à s'exprimer par-delà le monopole qu'exerce le sujet national. Alors, le meilleur exemple, c'est ce qui se passe au 19e siècle, partout en Europe et en Amérique du Nord, l'émergence du mouvement ouvrier et du syndicalisme. Qu'est-ce que le mouvement ouvrier va nous dire, va apprendre à la société tout entière au 19e siècle? Bien, c'est le fait que quand on est ouvrier, on a une voix particulière parce qu'on occupe dans la société une position particulière, par exemple d'exploiter. Alors, le mouvement ouvrier, lorsqu'il forme des partis politiques, lorsqu'il forme des syndicats,
dans la deuxième moitié du 19e siècle, ce qu'il dit, c'est « Nous voulons parler de notre propre voix ». Et on peut dire que là, c'est la porte ouverte à l'expression par la suite d'un ensemble d'identités qui n'avaient pas droit à la parole jusque-là. Le mouvement des femmes au 20e siècle, c'est la même chose. Le mouvement des femmes au 20e siècle, ce qu'il dit, c'est il y a un nous femme, et pas seulement un nous national. Il y a un nous ouvrier, il y a un nous femme, et puis, je ne vous l'apprends pas, par la suite, au 20e siècle, les années 60 par exemple, on va apprendre qu'il y a aussi un nous noir, un nous blanc. Le mouvement pour la défense des droits civiques aux États-Unis, fin 50, début 60, hein, c'est le mouvement noir américain. Alors, le nous ouvrier, le nous femme, le nous ethnique, et puis un ensemble de nous culturels, le nous immigrant, et puis on va voir se développer dans les sociétés plus récemment un ensemble d'identités du même type. On a découvert, après les années 70, qu'il existait un nous homosexuel, par exemple. Eh bien, toutes ces identités qui vont vouloir progressivement parler de leur propre voix vont entrer en concurrence, si on peut dire, avec le nous national, avec le sujet politique national, en le contestant, en lui disant, au fond, de quel droit parles-tu au nom de tous? La nation regroupe non pas de l'unique, mais du différent. Et la différence doit pouvoir s'exprimer. Alors, si on cherche la genèse de ce que j'ai appelé dans mon livre « La société des identités », il faut la trouver dans cette dynamique proprement moderne et contradictoire qui fait en sorte que le sujet politique totalisant ou rassembleur de la nation se voit progressivement contesté par ces regroupements, ces collectivités qui étaient réduites au silence par lui. Monsieur Beauchemin, le livre pour lequel vous êtes avec nous aujourd'hui, Mémoire et démocratie en Occident, est le résultat d'un colloque dans lequel vous vouliez étudier les transformations de la mémoire collective au Québec et peut-être aussi en Europe. Dans votre contribution, vous parlez d'une force qui traverse les sociétés occidentales, c'est la dette mémorielle. Bien, en fait, pour comprendre la question de ce que j'appelle la dette mémorielle, il faut effectivement se rapporter à ce qu'on peut comprendre de la montée de l'identitaire dans nos sociétés. Dans la mesure où nos sociétés s'ouvrent de plus en plus à la différence, comme on le dit très communément, à l'altérité, dans la mesure où nos sociétés se recomposent sur le mode non plus de l'un, de l'unique, mais du différent, hein, dans l'éclatement, si on veut, dans la mesure où nos sociétés donc, se représentent comme une espèce d'agglutinement d'identité, eh bien, il est évident qu'on va voir surgir un nouveau rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le sujet politique national perd son monopole sur l'écriture de l'histoire nationale, hein, il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est que l'histoire du Québec aujourd'hui, ou l'histoire du Canada, ou des États-Unis, ou de la France? Plus personne ne peut le dire parce que le sujet politique national français, américain ou canadien est contesté. Alors, ce qu'on voit survenir, c'est une concurrence des mémoires. C'est-à-dire qu'un ensemble de groupes dans la société va vouloir réécrire l'histoire nationale en s'y faisant une place. C'est pour ça qu'une histoire du Québec contemporain, si on devait l'écrire aujourd'hui, on devrait, par exemple, consacrer un chapitre au mouvement des femmes, au mouvement ouvrier, par exemple, à l'influence qu'ont eu les néo-québécois au 20e siècle, tout au cours du 20e siècle, sur l'évolution de la société québécoise. Autrement dit, une histoire contemporaine du Québec, si on devait la refaire aujourd'hui, on la réécrirait sur le mode précisément de la différence, sur le mode de la contribution de tous et de chacun à cette histoire-là. Et ce qu'on mettrait un petit peu derrière, c'est l'idée d'une grande histoire avec des majuscules, hein, l'histoire de la nation québécoise en tant qu'elle évoluerait dans le temps. Alors, si ce nouveau rapport à l'histoire implique
le surgissement de très nombreuses mémoires. La mémoire des femmes, la mémoire des Noirs, la mémoire des homosexuels au 20e siècle, eh bien, on entre dans une nouvelle dynamique, qui est une dynamique de concurrence. C'est-à-dire, c'est ma mémoire contre la vôtre. Quel est le poids relatif de mon groupe dans la construction de la société québécoise, par exemple? C'est une question qui se pose. Là, on va dire, par exemple, on ne peut pas écrire l'histoire du Québec aujourd'hui sans se référer à l'influence déterminante qu'ont eue sur cette évolution les sociétés amérindiennes, par exemple. Il faut consacrer un chapitre à cette question-là. J'ai évoqué il y a un instant la question des femmes. Il faudrait absolument voir la contribution des femmes et du mouvement des femmes à cette construction. Alors, une dynamique de concurrence. Et alors là, on parle de dette mémorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la dette mémorielle, c'est la manière dont plusieurs groupes vont justement vouloir faire leur place dans le grand récit collectif, en disant, nous sommes les oubliés de l'histoire. Alors, j'ai évoqué il y a un instant la question amérindienne. Partout en Amérique du Nord et du Sud, on est en train de réécrire l'histoire en fonction d'une reconnaissance de dette. Ce qu'on est en train de dire, c'est que jusqu'à maintenant, l'histoire nationale en Amérique du Nord, pense au cas canadien, au cas québécois, a oublié ce qu'elle devait aux sociétés amérindiennes. Et vous avez aujourd'hui des revendications amérindiennes qui passent par la dette mémorielle, en disant, bien, nous, ce qu'on veut, c'est être reconnus, non seulement aujourd'hui, dans nos droits, mais aussi on voudrait être reconnus dans ce que nous avons pu apporter à l'édification de la nation. Alors ça, c'est partout en Amérique, c'est absolument intéressant comme phénomène. Et ça va très loin. Vous savez qu'il y a des gens au Québec qui disent qu'il faudrait réécrire l'histoire en posant les Amérindiens comme les premiers Québécois. Et là, on rétablirait comme le fil de l'histoire. Il y aurait ces premiers Québécois et puis jusqu'à nous. Et là, on paierait notre dette mémorielle. C'est-à-dire qu'on réintégrerait rétroactivement dans le grand récit national québécois l'importance ou la contribution de ces collectivités-là. Et là, on peut multiplier des exemples. Quand aujourd'hui on écrit l'histoire du Québec et qu'on fait une large place au mouvement syndical ou au mouvement ouvrier, on est en train de dire, ben, jusqu'à tout récemment, on a écrit l'histoire du Québec sans tenir compte du fait que nous devons beaucoup au mouvement ouvrier, puisque c'est lui l'instigateur de plusieurs mesures progressistes, de politique sociale dont nous sommes si fiers aujourd'hui et sur lesquelles on ne reviendrait pas, ben, on les doit aux luttes ouvrières. Et donc, si on écrit l'histoire du Québec aujourd'hui, il faut être capable de rendre compte de cette contribution et donc de payer notre dette mémorielle à ces oubliés de l'histoire. Et là, à partir de là, on peut multiplier des exemples. Et lorsque dans cette contribution au livre, je parle de dette mémorielle, je parle donc de cette dynamique générale, dans le cadre de laquelle maintenant vous avez des collectivités qui s'avancent sur le terrain de l'histoire et qui sont détenteurs d'un titre de dette, qui disent, bien, nous, on veut être remboursés. Là. Nous, on n'a pas eu droit à la reconnaissance de notre contribution. Et donc, notre mémoire est occultée, elle est effacée, elle est abolie dans le grand récit, et puis on veut la voir reconnaître maintenant. Donc, remboursez-nous, payez ce que vous nous devez. Donc, M. Beauchemin, est-ce qu'on peut considérer le sujet de la mémoire collective comme un prolongement des luttes politiques et des conflits politiques qui existent déjà dans une société à un moment donné? Absolument. C'est-à-dire que les luttes politiques qui sont menées par des collectivités, quelles qu'elles soient, visent habituellement une position, l'obtention d'une position plus avantageuse, une reconnaissance de droit, par exemple, ou une réparation de tort. Mais dans nos dynamiques, dans nos sociétés contemporaines, la dynamique est très intéressante parce que nous voyons maintenant que les revendications
portées par des groupes visent aussi cette nouvelle matière qui s'appelle l'histoire et la mémoire. C'est-à-dire qu'il s'agit de non seulement vouloir voir ses droits reconnus, il s'agit non seulement le fait de vouloir obtenir réparation de certains torts, mais on veut aussi maintenant voir inscrit dans l'histoire des nations sa propre présence, sa contribution. Alors c'est effectivement dans ce qu'on appelle la concurrence des mémoires ou la dette mémorielle, ça s'inscrit dans le prolongement de ces luttes qui sont menées maintenant au nom de la différence dans nos sociétés. Monsieur Beauchemin, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les gens parlent du passé beaucoup plus souvent en des termes péjoratifs? Oui, c'est-à-dire que le rapport au passé, maintenant, il se construit sur le mode du procès, ou, si on veut, du manque. Quand on regarde le passé, dans la dynamique de fragmentation dont j'ai parlé, c'est-à-dire dans le fait qu'aujourd'hui, des collectivités essaient de trouver leur place dans ce passé, essaient de raviver la mémoire de leur présence. Quand on voit les choses comme ça, bien, on peut comprendre que tout le rapport au passé est devenu ou se pose sur le mode de l'accusation. Ça ne s'est pas passé comme ça. Nous, on y était. Le traitement qu'on nous a réservé, c'est un traitement injuste. On n'a pas été reconnu à notre juste valeur. On exige la réparation de tort. Le manque. L'histoire nationale a été incapable de rendre compte de la présence de tel ou tel groupe. Alors, le rapport au passé, il est maintenant, il se fait sur le mode accusatoire. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus en lui les motifs ou les raisons du rassemblement. Hein, qu'est-ce qui nous tient ensemble? Mais on l'examine pour le critiquer. On l'examine pour voir dans le récit qui est proposé aujourd'hui, ce qui manque, ou ce qui est en trop, ce qui est injuste, ce qui appelle réparation. Donc, effectivement, on a un rapport au passé qui est un rapport essentiellement négatif. C'est-à-dire qu'il faut trouver en lui les raisons des revendications d'aujourd'hui. Monsieur Beauchemin, est-ce qu'une conception partagée du bien commun peut survivre sans une mémoire collective unificatrice? Ben, dans notre société, plusieurs vous répondront que oui, parce qu'on conçoit de plus en plus le bien commun comme étant justement l'addition et l'articulation de ces intérêts identitaires qui s'expriment d'un peu partout. Hein, on va dire le bien commun, là, aujourd'hui, là, c'est pas il ne loge pas dans la définition simple, unilatérale et totalisante du sujet national, comme jadis. Penser le bien commun aujourd'hui, c'est peut-être penser l'articulation de la différence. Hein, c'est ce qu'on va dire. Et en conséquence, l'histoire qui s'écrit sur le mode de la fragmentation et de l'éclatement, c'est une bonne chose. Parce que cette histoire éclatée donne quand même la parole à des collectivités qui jusque-là étaient écrasées sous le poids du sujet politique national. Alors ça, c'est une réponse qu'on va entendre régulièrement. Au fond, ça veut dire qu'il faudrait se réjouir de cette fragmentation-là, parce que elle s'ouvre sur l'expression de ce qui était autrefois occulté. Et puis, on peut dire autrement que, précisément, et c'est la question que vous posez, il est difficile de faire société dans cette représentation nouvelle en vertu de laquelle la société ne serait qu'agglomération de différences. Que la dynamique politique consisterait essentiellement dans la reconnaissance de l'autre. On peut se dire alors que cette dynamique-là, ce qu'elle pose comme problème, c'est le lieu du commun. C'est le lieu du rassemblement. Et si le lieu du commun disparaît,
Est-ce qu'il est encore possible de forger un projet collectif, par exemple? Est-ce qu'il est encore possible d'imaginer un partage des biens et des ressources? Si j'en viens à me définir comme individu sur la base de mon identité particulière, je suis un homme, je suis une femme, je suis un boomer, j'ai une génération X, qu'est-ce qui me lie aux autres? Qu'est-ce qui me lie à la société plus grande, plus large? Eh bien, la réponse, c'est peut-être rien. Et quand on voit la société de cette manière-là, et quand on voit que la dynamique politique est en train d'encourager cette fragmentation-là, c'est du moins mon avis, eh bien, on peut effectivement poser la question du bien commun et s'inquiéter de sa réalisation. On constate depuis le rapport Bouchard-Taylor et depuis l'instauration du cours d'éthique et de culture religieuse que le Québec confirme son orientation vers une conception de l'identité nationale fondée sur le pluralisme. Pour Jacques Beauchemin, le Québec en tant que société minoritaire en Amérique du Nord peut-il se permettre de poursuivre dans cette voie? C'est-à-dire que le pluralisme est un fait sociologique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord reconnaître le fait que ça existe. La société québécoise est une société diversifiée et pluraliste. Alors, et puis, il faut s'en réjouir. On ne voudrait pas vivre dans une société fermée, homogène, et puis intolérante vis-à-vis de la différence. On ne voudrait pas ça. Maintenant, le problème que ça pose, ou le défi plutôt que ça soulève, eh bien, tient au fait que tout en s'ouvrant à la diversité et tout en se définissant dans cette espèce d'espace pluraliste, il faut être capable quand même de rassembler la société autour d'un noyau, d'un centre. Autrement dit, il faut essayer de faire du commun là où le pluralisme et la diversité semblent appeler du particulier ou de l'éclatement. Il faut réussir à faire les deux. Et je dirais que le grand défi qui est le nôtre, c'est exactement celui-là. C'est de réussir à articuler ces aspects qui sont forcément en tension. Autrement dit, comment reconnaître pleinement la diversité sociale en même temps que l'on souhaite définir la collectivité québécoise, la société québécoise, en elle-même comme une espèce de tout. Un tout qui serait porté vers un projet. Alors, la question, au fond, on ne peut pas répondre à la question du pluralisme ou du particulier et de l'unité, si on veut. On ne va pas répondre à cette question-là simplement. Il faut simplement constater que nous sommes dans une société qui est faite comme ça. C'est une société qui est pluraliste. On l'a historiquement bâtie comme ça. Je pense qu'il faut être fier de ça. Et puis, il faut savoir que ça pose des problèmes, surtout dans le cadre d'une nation minoritaire comme celle du Québec. Le Québec, c'est une nation non advenue politiquement. C'est une nation qui n'est pas souveraine. Et qui donc ne dispose pas de tous les outils, de tous les instruments nécessaires à son autonomie et qui, en conséquence, joue le jeu de la diversité et du pluralisme sur une patinoire qui n'est pas la même que celle qu'occupent les grandes nations souveraines, qui ont la pleine maîtrise sur précisément la circulation des personnes et des idées. Donc, il y a un défi supplémentaire au Québec, c'est le nôtre, et puis il faut l'assumer de manière à la fois sereine et décidée. Monsieur Beauchemin, vous venez de parler de la nécessité d'un projet commun pour unir la diversité. Est-ce qu'une constitution, une charte de la laïcité et une citoyenneté québécoise pourraient être ce genre de projet commun? Ces trois choses-là ne constituent pas le projet. Ce sont des moyens. Et moi, je les accueille avec sympathie, tous les trois, parce que il faut réussir à se donner précisément des lieux de rassemblement.
des lieux où se recomposerait le commun de la société. Et comment on fait ça? Bien, on le fait essentiellement en se posant la question de savoir qui nous sommes, ce qu'on veut faire ensemble, ce qu'on considère, et puis en posant des limites de l'acceptable et de l'inacceptable, en se donnant à travers ces moyens-là une espèce d'horizon de sens. Donc, qui répond sur laquelle on peut répondre à ces trois questions fondamentales. Hein. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Développer les moyens, ou se donner des outils qui consisteraient à circonscrire les valeurs québécoises, à redire l'identité du sujet collectif, bien, à mon avis, c'est positif. On a besoin de ça. Maintenant, le projet lui-même, il est beaucoup plus que ça. Quand on parle de projet collectif, c'est essayer de tendre vers ce que Fernand Dumont appelait une utopie. Hein? Quelque chose qu'on place au-dessus de nos têtes et qui nous sert d'objectif ultime. Alors, au Québec, il y a plusieurs Québécois qui vont vous dire que ce projet-là, ce grand projet de rassemblement de la collectivité, ce serait celui de la souveraineté du Québec, par exemple, qui serait un moment de refondation de notre société déterminant pour l'avenir, et ce serait le moment aussi d'un nouveau rassemblement de la collectivité québécoise en elle-même, sans nier le fait que, bien évidemment, les divisions ne s'éteindraient pas pour autant. Mais quand même, il y aurait un espèce de moment dans la réalisation de ce projet-là de reconstitution du commun. Ce qui m'apparaît très, très important dans une société comme la nôtre, qui actuellement fait l'expérience profonde de sa division et de son éclatement. Monsieur Beauchemin, le Québec a déjà été refondé au courant des années 60 lors de la Révolution tranquille. Vous venez de parler d'une nécessaire refondation du Québec d'aujourd'hui. Quelle forme prendrait cette refondation? Oh, c'est une grande question. Au fond, c'est difficile de le dire. De manière générale, moi, je dirais que il faut trouver le moyen de rassembler les Québécois. Il faut trouver le moyen de leur donner une représentation plus claire et plus décidée d'eux-mêmes, répondre à la question « Qui sommes-nous ?» à nouveau frais. Et puis, il faut être capable de former un projet. Dans la Révolution tranquille, lorsqu'on dit qu'elle était un moment de refondation, qu'est-ce qu'on veut dire? Bien, on veut dire simplement que, justement, elle a été capable de redéfinir le sujet québécois. On est passé de Canadien-Français à Québécois. Hein? On s'est découvert dans une modernité enfin advenue. Et on répondait dans des mots nouveaux à la question qui consistait à savoir qui nous étions. Et puis, il y avait un projet qu'on peut, en gros, désigner, de manière un peu générale, sous l'idée d'une modernisation. Il fallait moderniser le Québec, il fallait le mettre au diapason d'une Amérique et d'une modernité dont on pensait qu'elle s'était réalisée ailleurs, mais pas au Québec. Il fallait faire ça. Et on l'a fait, comme on le sait très bien, à travers un ensemble de décisions, de politiques, de mise sur pied d'organismes. On a un peu révolutionné le Québec en 1960. Alors, refondation, certainement, définition nouvelle du sujet collectif, et puis nouveaux objectifs à poursuivre. Maintenant, on peut penser que ce que la Révolution tranquille a fait naître est en train de s'épuiser 50 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'objectifs qui ont été atteints. La modernisation dont je viens de parler, elle a été réalisée à tous égards. Certains vont vous dire presque trop. Et puis, les Québécois se sont définitivement, je crois, arrachés aux pesanteurs d'un passé canadien-français dont ils ne voulaient plus. Bon. Alors, je reviens à votre question. Si la Révolution tranquille
s'est épuisé dans son potentiel de refondation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment refonder le Québec aujourd'hui? Eh bien, cette question-là, moi, je n'ai pas vraiment de réponse claire. Mon sentiment, c'est que les Québécois d'aujourd'hui sont à la recherche de leur identité, d'une nouvelle identité, post-révolution tranquille, si on veut. Et puis, ils sont aussi à la recherche d'un projet à poursuivre. Et là-dessus, à l'heure où on se parle, il n'y a pas beaucoup d'entente. Ni sur le plan de la définition du sujet collectif québécois, ni sur celle de son projet. La question aujourd'hui, qui consiste à savoir qu'est-ce qu'être québécois, est une question qui est devenue extrêmement difficile. Il y a beaucoup de réponses à ça. Plusieurs Québécois sont devenus, c'est paradoxal jusqu'à un certain point, incapables de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'être québécois aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle, par exemple, le fameux slogan des années 60, « Le Québec aux Québécois », est littéralement devenu indicible, imprononçable. Qu'est-ce que ça veut dire, le Québec aux Québécois? Tout de suite, on vous pose la question, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par Québécois? Es-tu en train d'exclure ceux-ci? Veux-tu inclure ceux-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, on n'est plus vraiment capable de répondre à cette question qui était autrefois plus simple. Qu'est-ce qu'être Québécois? Quel projet faudrait-il poursuivre en commun aujourd'hui? Dans cette tension entre ouverture maximale au pluralisme et, en même temps, poursuite d'un projet, nationaliste visant à recomposer l'un ou le commun, comment faire pour se donner un projet dans cette tension-là? Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question-là. Et c'est notre défi, comme Québécois aujourd'hui, d'essayer d'y répondre. Chose certaine, moi, je sens dans le Québec d'aujourd'hui la nécessité de cette refondation, de ce regroupement en soi-même, à partir duquel on trouverait un nouvel élan. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Montréal, j'ai lu le livre de Raoul Blanchard, Montréal, esquisse de géographie urbaine. Raoul Blanchard était un géographe français. Les géographes, évidemment, leur point fort, c'est l'espace. Les historiens, c'est le temps. Et ma spécialité, l'histoire urbaine, elle cherche à marier le temps et l'espace. Blanchard m'a ouvert à cette relation dynamique entre le temps et l'espace. Pour cette deuxième partie d'émission, les publications universitaires s'entretiennent avec Paul-André Linteau pour parler de son livre sur l'histoire de la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine n'a pas toujours été l'artère du centre-ville de Montréal. Où était le centre-ville de Montréal avant d'être sur la rue Sainte-Catherine? Pendant longtemps, le centre-ville, c'était le vieux Montréal. Il y avait là toutes les activités religieuses, politiques, économiques qui étaient concentrées là. La bourgeoisie vivait dans la vieille ville. Alors, graduellement, il se produit une séparation vers le milieu du 19e siècle. On commence à construire dans le vieux Montréal des beaucoup plus grands entrepôts, des grands magasins et entrepôts, des grands immeubles, qui sont ceux qu'on retrouve encore beaucoup dans l'ouest du vieux Montréal aujourd'hui. Alors, les résidents quittent. Les gens riches quittent le vieux Montréal et ce départ des gens riches va faire qu'au bout de quelques décennies, les grands marchands qui étaient les grands magasins de détail qui étaient dans le vieux Montréal vont vouloir se rapprocher de leur clientèle et c'est là qu'ils vont s'en venir rue Sainte-Catherine. Dans un premier temps, c'est les magasins de détail qui s'en vont là et surtout en 1891 quand M. Morgan déménage son magasin,
il l'agrandit considérablement. Là, c'est vu un peu comme le signal de la migration du commerce de détail. Assez vite, avec le commerce de détail, on voit se déplacer les activités culturelles, les salles de théâtre. Puis au début du 20e siècle, quand le cinéma va apparaître, il va se concentrer le long de la rue Sainte-Catherine aussi. 1962, c'est l'ouverture de Place Ville-Marie. Et là, c'est la fin du vieux Montréal. Tout ce qu'il y avait comme sièges sociaux dans le vieux Montréal déménage vers le nouveau centre-ville. Et le vieux Montréal, c'est le début là, de la période difficile pour le vieux Montréal où les immeubles sont abandonnés. Monsieur Linteau, sur le plan de l'urbanisme, est-ce que la construction de la rue Sainte-Catherine a été bien réfléchie et planifiée? Pas du tout. C'est typique de beaucoup des rues de Montréal qui se sont développées graduellement au fur et à mesure que les grands propriétaires faisaient le lotissement de leurs terres. Alors, ça commence tout petit, c'est des bouts de chemin des deux côtés du chemin Saint-Laurent qui traversait le faubourg de Saint-Laurent. Ça commence autour de 1760. C'est une rue qui a déjà plus de 250 ans d'histoire. Et c'est vraiment graduellement que la rue s'étend vers l'est et vers l'ouest. On peut dire qu'elle est complétée à peu près au début du 20e siècle. Donc, ça lui a pris pas loin d'un siècle et demi avant de s'étendre. Et même au cours du 20e siècle, on a rajouté 2 petits bouts à la fin de la rue, là. Mais disons, pour l'essentiel, la rue est à peu près complète début 20e siècle. D'où vient le nom de la rue? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Elle a porté plusieurs noms au début, dont surtout le nom Sainte-Geneviève, qui a été là longtemps. Mais au début du 19e siècle, la toponymie était très fluctuante. Il y avait souvent un même nom qui était utilisé dans plusieurs quartiers à l'intérieur de la ville. Donc, graduellement, tout ça s'uniformise, mais on n'a pas d'archives très précises. Il n'y avait pas un comité de toponymie à l'époque. Une hypothèse la plus vraisemblable, c'est que l'inspecteur des chemins, M. Vigée, qui va aussi être le premier maire de Montréal en 1833, il aurait donné le nom d'une de ses belles-filles, le prénom d'une de ses belles-filles à la rue. Mais on n'a pas de certitude là-dessus. Monsieur Linteau, depuis quelques années, la rue Sainte-Catherine devient piétonne pendant l'été entre Papineau et Berry. Cette fermeture complète aux automobiles, est-ce qu'elle aurait été possible il y a 40 ou 50 ans? Sûrement pas, parce que là, autour de 1960, par exemple, c'est l'automobile toute la place. Les Montréalais viennent de s'acheter des autos, c'est tout nouveau, là. Ils veulent pouvoir circuler en ville en auto. Dans les années 50, ils trouvent qu'il y a un grand encombrement sur les rues, c'est les tramways, qui sont un obstacle à la circulation automobile. Alors, la pression est extrêmement forte pour faire disparaître les tramways. Et effectivement, le dernier tramway à Montréal disparaît en 1959. L'automobile, en 1960, là, elle est reine. C'est dans les années 60 qu'on construit le grand réseau d'autoroutes qu'on a à Montréal, qui permettent d'ailleurs de contourner le centre-ville. Donc, parler de rue piétonne en 1960, là, on serait un peu hors propos. C'est pas du tout la préoccupation. Monsieur Linteau, dans votre livre, vous dites que la première moitié du 20e siècle correspond à l'âge d'or de la rue Sainte-Catherine et que, par la suite, son avenir est devenu incertain. Bien, c'est lié à la transformation de l'espace urbain. Dans la première moitié du 20e siècle,
la population à Montréal est assez concentrée. Donc, la rue Sainte-Catherine, c'est la rue du commerce de détail. On vient de partout à Montréal. Quand j'étais enfant, dans les années 50, on partait de Hansik pour aller chez Eaton, au centre-ville. Il y avait des rues commerciales de quartier, comme la rue Saint-Hubert, la rue Mont-Royal, mais qui répondaient plus à des besoins quotidiens. Mais pour les achats importants, on allait rue Sainte-Catherine. Ce qui change à partir des années 60, d'abord, c'est l'expansion considérable vers la banlieue, c'est l'arrivée de l'automobile et la naissance des grands centres commerciaux de banlieue. Pour le cinéma, c'est la même chose. On avait des grands palaces de cinéma avec des salles de 2000 à 3000 sièges. C'était considérable. Mais après les années 60, on commence à ouvrir des cinémas dans les banlieues. Alors, c'est un peu des processus comme ça qui se sont produits, qui faisaient que dans la première moitié du 20e siècle, la rue Sainte-Catherine était vraiment le cœur de la ville, tandis que dans la deuxième moitié, le cœur éclate. Il y a plusieurs petits cœurs qui se développent un peu partout autour des grands centres commerciaux. Et il y a un certain éclatement de l'espace montréalais, comme dans toutes les grandes villes nord-américaines. Monsieur Linteau, on sait qu'aux États-Unis, la vente de l'alcool a été prohibée de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 30. Est-ce que cette situation a été bénéfique à Montréal? À Montréal et à la rue Sainte-Catherine, oui. Et aussi, il faut savoir qu'ailleurs au Canada, dans d'autres provinces, il y a beaucoup de provinces qui ont imposé des restrictions à la consommation d'alcool. Et donc, les Américains qui voulaient venir fêter et prendre de l'alcool ouvertement, c'est sûr qu'ils pouvaient le faire chez eux clandestinement, là, mais ils étaient tentés de venir à Montréal. Or, Montréal est tout près d'un énorme marché, celui du nord-est des États-Unis. Il y avait des trains régulièrement, très fréquents, entre New York et Montréal. Les Montréalais allaient beaucoup à New York, mais les New-Yorkais venaient à Montréal pour fêter. Et bien sûr, la prohibition aux États-Unis, ça a pour effet de réduire la fréquentation des cabarets et des endroits comme ça. Donc, il y a des artistes, des musiciens qui ont moins facilement du travail aux États-Unis qui décident de venir à Montréal. Alors, c'est comme ça que dans les années 20 et 30, Montréal est une des grandes villes du jazz en Amérique du Nord. Et Montréal est comme intégré au circuit nord-américain des spectacles. Alors, non seulement on a les musiciens américains, mais on a de l'alcool en plus. Donc ça attire évidemment les Montréalais, mais ça attire beaucoup de touristes américains et d'hommes d'affaires américains. Monsieur Linteau, dans votre livre, sur énormément de photos, un détail marque l'aménagement urbain, c'est l'omniprésence des fils électriques. Pourquoi tout ce filage bien en évidence? Alors, c'est parce que à l'époque, la plupart des services publics étaient gérés par des entreprises privées. L'électricité, le téléphone, le télégraphe. Et il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient en concurrence les unes avec les autres et chacune avait le droit d'installer des poteaux et des fils. Et il pouvait y avoir des ententes entre elles pour utiliser les mêmes poteaux. Mais il reste que si, par exemple, le nombre de lignes téléphoniques augmentait, on ajoutait des fils. Si le nombre de lignes électriques augmentait, on ajoutait des fils aussi. Ce qui faisait qu'au centre-ville, on avait un enchevêtrement terrible de fils. Ça devenait un danger au moment pour combattre les incendies. C'était une pollution visuelle terrible. Et la ville a essayé pendant des années, elle a réussi, mais ça a été très long, elle a réussi à obtenir l'enfouissement obligatoire des fils électriques sur les grandes artères.
Et pour ça, le gouvernement du Québec a autorisé la création d'une commission qui existe toujours aujourd'hui, la Commission des services électriques de Montréal, dont la responsabilité était d'enfouir les fils de toutes les compagnies. Et la rue Sainte-Catherine a été la première rue où on a commencé à enfouir les fils. Si je me rappelle bien, c'est à partir de 1918 là, qu'on commence rue Sainte-Catherine, l'enfouissement. Et puis ensuite, ça va se répandre dans d'autres rues du centre-ville et même à l'extérieur du centre-ville. Monsieur Linteau, tout au long de votre livre, vous parlez des bâtiments qui encerclent la rue Sainte-Catherine. Une bonne partie des bâtiments dont vous parlez dans votre livre disparaissent dans les flammes. Pourquoi autant d'incendies? En fait, il y en a un qui est important, c'est celui de 1852. Qui commence à peu près au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine, là, et qui s'étend vers l'est et qui va détruire autour de 1200 logements à Montréal. Et ça s'explique parce que la ville était construite en bois à ce moment-là. Sauf dans le vieux Montréal où, depuis le régime français, on avait des règlements qui obligeaient à construire en pierre. Mais en dehors de la vieille ville, c'était massivement en bois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après le grand incendie de 1852, la ville a adopté un règlement qui interdisait dorénavant de construire des maisons avec un revêtement en bois. Il fallait que ça soit en briques ou en pierre. C'est pour ça que vous ne trouvez plus beaucoup de maisons en bois à Montréal de cette époque-là. C'est l'effet du grand incendie. Après ça, comme dans toutes les villes, il y a des incendies, mais on n'a pas eu de grandes conflagrations, sauf dans les années, je pense, c'est dans les années 70, au moment d'une grève des pompiers, là, il y avait un quadrilatère qui a flambé. Mais autrement, ce sont des incendies localisés qui n'ont pas, il n'y en a pas plus rue Sainte-Catherine qu'ailleurs dans la ville. Monsieur Linteau, est-ce que la crise économique des années 30 a menacé sérieusement l'économie de la rue Sainte-Catherine? Oui, comme toute l'économie de Montréal, la crise des années 30 a été terrible à Montréal avec un chômage qui touchait pas très loin du tiers de la population. Bien que et c'est là comme un point noir, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans le secteur du commerce de détail. Aucun des grands magasins, par exemple, a fait faillite. Ils ont tous continué à fonctionner pendant les années 30, probablement en coupant considérablement les salaires des employés, en réduisant la main-d'œuvre. Mais je ne connais aucune étude qui a été faite là-dessus. Donc, on connaît mal l'impact, on connaît beaucoup mieux l'impact de la crise dans le port de Montréal, dans les activités de construction qui sont complètement arrêtées, dans plusieurs grandes manufactures où l'emploi décline considérablement. Qu'est-ce qui arrive dans le monde du spectacle, dans le commerce de détail, qui sont quand même les points forts de la rue Sainte-Catherine? On ne sait pas trop. On voit que dans les années 30, les cabarets sont quand même pleins. Il y a de l'animation, il y a de la vie sur la rue Sainte-Catherine. Donc, ça nous fait penser que s'il y a un tiers de la population en chômage, il y a les deux tiers qui ne le sont pas, qui ont encore de l'argent à dépenser. Comment ils le dépensent, c'est un grand mystère. On ne sait pas trop ce qui... il y a des dimensions de la crise des années 30 qui nous échappent comme historiens, là, et qui ne sont pas très faciles à documenter. Monsieur Linteau, est-ce que la rue Sainte-Catherine reflète bien les divisions linguistiques de Montréal?
Oui, bien que pas au début de son histoire, pendant le premier siècle de son histoire, on ne voit pas cette distinction-là. Elle se construit à partir du milieu du 19e siècle, quand la bourgeoisie quitte le vieux Montréal pour aller un peu plus au nord, dans des plus beaux quartiers. Et là, très clairement, la bourgeoisie francophone s'en va dans l'Est, autour de Saint-Denis, Sainte-Catherine. La bourgeoisie anglophone s'en va dans l'Ouest, dans le quartier Saint-Antoine. Et on a les bases d'une disparité qui n'est pas économique, qui est d'abord linguistique et culturelle. Mais il y a aussi un autre phénomène qui s'ajoute. Quand l'industrie se développe vers le milieu du 19e siècle, on a deux pôles importants, un qui est dans le sud-ouest autour du canal de la Chine, donc un peu loin de la rue Sainte-Catherine, et l'autre qui est dans l'est. Et là, la rue Sainte-Catherine est en plein cœur du quartier ouvrier de l'Est, où il y a une majorité de Canadiens français qui habitent, une majorité de Canadiens français qui vont travailler dans les usines. Donc, il y a une disparité qui est linguistique, mais qui est aussi socio-économique, si on veut, qui s'installe le long de la rue Sainte-Catherine. Mais là-dessus, on pourrait ajouter que, parce que la rue Sainte-Catherine, elle fait un peu plus que 11 km de longueur, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une rue de 11 km soit uniforme socialement tout au long. Et c'est vrai pour toutes les grandes rues de Montréal, que ce soit Sherbrooke, que ce soit Saint-Laurent, Saint-Denis, Papineau, Décarie et bien d'autres. Entre ce qui est près du centre-ville et ce qui est aux extrémités, il y a des différences architecturales, parce que c'est pas construit en même temps, mais aussi socio-économiques et linguistiques. Monsieur Linteau, vous avez parlé tout à l'heure du déclin de l'économie de la rue Sainte-Catherine, surtout à partir de la fin des années 60. Et dans votre livre, vous parlez aussi d'une certaine renaissance à partir du milieu des années 90. Oui, alors c'est à mettre en parallèle avec ce qui survient dans la ville en général. Montréal, comme ville et comme métropole, entre dans une période douloureuse d'ajustement à partir de la fin des années 60, une période qui va durer jusqu'au milieu des années 90. Où c'est une période pendant laquelle les bases traditionnelles de l'économie montréalaise sont complètement chamboulées. Montréal avait fait sa fortune sur une relation privilégiée entre le Canada et le Royaume-Uni. À partir du moment où le Royaume-Uni entre dans l'Union européenne, ce qui va devenir l'Europe, la relation privilégiée tombe et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la relation avec les États-Unis qui domine. Or, les Américains ont choisi Toronto plutôt que Montréal comme base de leurs opérations au Canada dès le début du 20e siècle. Et massivement, les investissements américains sont allés à Toronto, alors qu'à Montréal, on avait beaucoup plus le capital canadien-anglais traditionnel. L'autre problème que Montréal a connu, comme beaucoup de vieilles villes industrielles d'Amérique du Nord et d'Europe, c'est le déclin de toutes ces entreprises industrielles qui reposaient sur une main-d'œuvre à bon marché. Le textile, le vêtement, la chaussure et beaucoup d'autres productions comme ça qui, avec l'ouverture internationale, du commerce international à partir des années 60, c'est sûr que les bas salaires de Montréal en 1960 sont des salaires extrêmement élevés à l'échelle mondiale par rapport à ceux, disons, du Bangladesh ou du Sri Lanka ou d'ailleurs. Alors, pendant une trentaine d'années, vous avez des générations complètes
de travailleurs qui sont mis au chômage permanent. Il y a eu là une période très, très douloureuse qui se termine vers 94. Alors, à partir de 94, 95, là, il y a une renaissance de Montréal, une reprise de l'expansion, et elle reprend vie autour de ce qui a toujours été, si on veut, les deux mamelles de son existence, c'est-à-dire la mode et la culture. Alors, du côté de la culture, l'ouverture de la Place des Arts en 1963 et le développement qui se fait ensuite autour de la Place des Arts nous mène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au quartier des spectacles, où on a un pôle culturel extrêmement important qui n'est pas seulement à la Place des Arts, mais qui est tout autour dans l'axe de la rue Sainte-Catherine. Deuxièmement, le secteur de la mode. À la fin du 20e siècle, on voit apparaître une nouvelle stratégie à Montréal comme ailleurs dans d'autres grandes villes, où les grandes chaînes veulent désormais avoir une adresse de prestige. Elles veulent avoir pignon sur rue sur la rue la plus prestigieuse de la ville. Toutes ces chaînes-là vont vraiment faire de leur magasin de la rue Sainte-Catherine un peu le navire amiral de la chaîne, là. Et ça va relancer considérablement le commerce de détail qui avait vu dans les années précédentes la fermeture des grands magasins les uns après les autres. Et donc la renaissance, elle se fait par la mode et par un nouveau type de commerce de détail qui est celui des boutiques. Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison, www.vigiemaison.com.